Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 septembre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Et ce matin, je vais vous lire un court passage de Lionel Richard, Le nazisme et la culture, mais un petit post-mortem sur cette révolution du printemps érable qui est terminée. Alors déjà, on peut mettre des dates, 14 février 2012, déclenchement de la grève étudiante, et 4 septembre au soir, élection d'un gouvernement minoritaire du Parti québécois, le Parti québécois, l'équipe B du libéralisme économique. La fête s'est terminée abruptement par un tueur, un Anglais, hein, appelons-le par son nom, qui nous a dit qu'il en avait plein son casse de nous et que le réveil des Anglais avait sonné. Alors, nous le savons, au Québec, nous sommes une nation malarméenne, c'est-à-dire que tout se termine par un livre. Hein? Mallarmé ne disait-il pas que le monde est fait pour aboutir à un livre? Eh bien voilà, au Québec, une flopée de livres, de films, de chansons vont célébrer ce moment historique qu'a été notre révolution du printemps. Bon, vous aurez noté une certaine ironie dans mes propos, car je pense que c'est simplement un chapitre qui vient de se terminer. La rue est réapparue et la rue va disparaître pendant quelque temps. Mais vu l'ampleur de la crise économique qui est en train de se dérouler aux quatre coins de la planète, la rue va bientôt réapparaître. Ce que nous savons avec certitude, cependant, c'est qu'il y aura un gel des frais de scolarité, il y aura abrogation de la loi 78, donc ma pancarte ne me sert plus à rien, pour l'instant en tout cas. Je ne gagerai pas cependant que le Parti québécois ne va pas rétablir une nouvelle loi 78 pour empêcher les manifestations. Et également, il va se tenir des États généraux sur l'éducation supérieure. Nous pouvons d'ores et déjà prévoir que nous aurons quelques mois de paix sociale au Québec, sans doute jusqu'au printemps 2013, où la crise économique va frapper de plein fouet. Lionel Richard, la culture et le nazisme. Dans ses opérations elles-mêmes, la journée du 10 mai 1933 revêtit l'allure d'une cérémonie officielle avec le recours à des rites empruntés aux traditions des corporations étudiantes. Une fois dressé le bûcher des livres interdits, 9 crieurs s'avançaient l'un après l'autre en répétant, sous la forme d'un serment, des paroles accusatrices, purificatrices et moralisatrices. Tour à tour des noms d'écrivains et de penseurs éminents, Marx, Freud, Heinrich Mann, étaient voués à la haine. Dans un double mouvement de négation et d'affirmation régénératrice, le passé démocratique de la République de Weimar était rejeté au nom d'une renaissance qui était tout simplement un retour aux valeurs impériales. Les appels étaient fondés sur des oppositions artificielles et tranchées, où les mots-clés rappelaient ceux des discours de Guillaume II. Nationalisme contre marxisme, obscurantisme contre science, idéalisme contre matérialisme, militarisme contre pacifisme. À travers cette régression se lisait le refus de toute évolution sociale et se profilait le modèle d'un monde figé, sécurisant la famille, l'État, la langue, tel qu'il avait été codifié avant les bouleversements provoqués par l'industrialisation et la Première Guerre mondiale.
20 000 volumes furent alors brûlés à Berlin sur la place de l'Opéra. Les conditions dans lesquelles cet incendie fut effectué tiennent du sacrifice expiatoire. Les étudiants portaient les habits de circonstance, le costume d'apparat de leur corporation. Ils avaient aussi des torches. C'était à eux, tels des prêtres, qu'était réservé le geste symbolique, la foule restant à l'écart et participant à l'action par des cris collectifs comme à un office religieux. Par ailleurs, le choix du moment était significatif. On avait attendu le soir. La magie nocturne accentuait l'attente, le recueillement, la fascination. Elle introduisait la religiosité nécessaire à la pratique d'un culte. Ce recours au feu et à la nuit. Voilà, vous la reconnaissez, n'est-ce pas? Ma petite chatte. Un petit peu exhibitionniste, ma chatte. Hein? Elle est comme son maître, je pense. Elle aime se faire voir. Ce recours au feu et à la nuit, en dehors de son aspect traditionnel, fut presque institutionnalisé dans les fêtes nazies. Veillée et retraite au flambeau appartenaient aux habitudes de la jeunesse hitlérienne. En 1932, un volume de conseils à l'attention des militants nazis énumère les occasions de nombreuses festivités, depuis l'anniversaire du Führer jusqu'à des soirées typiquement allemandes, en insistant sur une liturgie nocturne. Scènes, hôtels ou tribunes doivent être dans la pénombre, tendus de rideaux noirs. La nuit, retour aux origines, est tenue pour la source d'un monde à naître, d'un renouvellement. Le feu lui est lié. Il est purificateur, régénérateur, élément du culte solaire. Il est vie renaissante. Le nazisme a largement utilisé le feu et les flammes comme symbole de la force, du sang, de l'héroïsme. Dans une chanson pour les fêtes du solstice d'été, Gerhard Schumann rend compte de cette relation entre la nuit et le feu en écrivant des participants qu'ils sont les maillons d'une guirlande de feu et qu'ils ressurgissent de la nuit originelle pour entrer dans l'éternité. Un autre élément montre les qualités d'organisation qui furent déployées à Berlin pour la manifestation du 10 mai. Les livres étaient amenés par camion et arrosés d'essence pour qu'ils flambent mieux. En effet, les livres ne brûlent pas, ils fument. Des techniciens, en l'occurrence des pompiers, avaient même été requis. Ce détail sont d'autant plus dignes de considération qu'ailleurs la cérémonie prit une forme parfois très différente. À Francfort, les livres avaient été entassés sur un chariot tiré par des bœufs, lesquels étaient conduits par des commis bouchers en tablier blanc. On était plus proche de la procession de carnaval que de l'incendie expiatoire. Pour la capitale d'où devait partir l'exemple, le ministre Goebbels, promu metteur en scène des fêtes nazies, avait uni la tradition au perfectionnement technique. Ce mélange d'ancien et de moderne, d'irrationnel et de rationnel, se révélerait ensuite d'un usage permanent et horriblement efficace sous le Troisième Reich. Dans un discours qui clôtura le bûcher de livres, Goebbels se contenta de mettre l'accent sur le tournant décisif que venait d'annoncer l'Allemagne. Les chambres à gaz n'étaient pas précisées dans le tableau grandiose de rénovation culturelle qu'il esquissa devant les étudiants. Toutefois, il prêtait déjà à la prétendue révolution nazie sa figure prémonitoire. Il en faisait l'incarnation de l'État et soulignait son rayonnement totalitaire. Il n'y a pas de révolution qui ait réformé ou bouleversé uniquement l'économie ou uniquement la politique ou uniquement la vie culturelle. Les révolutions sont de nouvelles conceptions du monde. Oui, on peut dire ça, et parfois aussi c'est... Les révolutions sont une façon de maintenir l'ordre ancien et de conserver les privilèges d'une petite
cliques de politicailleurs et de financiers. Et je crains fort que nos élites, quand viendra le temps de nous imposer une révolution, n'hésiteront pas à le faire. En fait, n'y a-t-il jamais eu de vraie révolution, n'est-ce pas? De toute façon, c'est tout pour aujourd'hui. La révolution du printemps érable est terminée. Mais ne nous réjouissons pas trop vite ou ne nous désolons pas trop vite. Le chapitre est terminé et je pense que d'ici quelques mois, il y aura à nouveau de l'agitation sociale. Les défis qui se dressent devant nous sont trop nombreux. Décroissance, tarissement des ressources naturelles, vieillissement de la population, flambée de l'immobilier, chômage grandissant, ralentissement de l'économie, tout autant de ferments qui vont à l'origine de troubles sociaux majeurs selon moi. Donc, mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, YouTube Bill Lalonde 100. Si vous avez des commentaires sur l'une ou l'autre des lectures que j'ai faites ou des auteurs dont il est mention dans l'une ou l'autre de mes vidéos et que vous souhaitez que je les partage avec vous sur ma chaîne YouTube, envoyez-les-moi à blalonde@aei.ca. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook, vous pouvez devenir ami aussi, un militant. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Quartier Côte-des-Neiges à Montréal, dans la cité universitaire, là où commencé le fameux printemps érable. Merci et bonne journée à tous.